Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. La cité d'or et de plomb. Deuxième tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Poslaniec. Chapitre 4. L'ermite de l'île. Je m'attendais à être emporté par un tentacule. Le fait que le tripode me délaisse pour s'acharner contre le radeau m'a étonné autant qu'effrayé. Coulant à pic, j'ai bu une bonne quantité d'eau de la rivière avant de bien me rendre compte de ce qui se passait. Quand j'ai refait surface, j'ai constaté que le tripode avait repris sa route dans la même direction qu'avant, vers le sud. Il semblait avoir agi sans motif, ce qui allait de pair avec la valse autour de l'Orion quand nous traversions la Manche en partant d'Angleterre. Comme un méchant gamin, il avait remarqué quelque chose d'étrange, l'avait cassé par pure malveillance et avait continué son chemin. Mais survivre était autrement plus urgent que spéculer sur les motifs des tripodes. Les planches du radeau étaient disloquées et l'une d'elles rebondissait sur l'eau près de moi. 2 vagues m'ont entraîné jusqu'à elle et je m'y suis accroché en cherchant Beanpole des yeux. Je ne voyais que la rivière dont l'eau s'assombrissait à l'approche du soir et me demandais si le tentacule l'avait touché en s'abattant sur nous. Puis, j'ai entendu sa voix et, me retournant, je l'ai vu nager vers moi. Il a pris l'autre bout de la planche et nous avons avancé dans l'eau en haletant. J'ai dit « Essayons-nous de gagner la rive ?» Il a eu un accès de toux, puis il a dit « Pas encore. Regarde devant, la rivière tourne. Si nous tenons bon, nous pourrons approcher davantage du bord. » Je n'étais aucunement pressé de renoncer au secours de cette planche. Le courant semblait plus rapide et certainement plus turbulent. Il y avait des collines de chaque côté de la rivière. Nous arrivions là où elle tournait dans un angle très aigu, vers l'ouest. À ce moment-là, nous avons vu la rive verte se partager sur notre droite et aperçu davantage d'eau. « La rivière !» dis-je. « Elle doit se diviser ici. »« Oui, » dit Beanpole. « Will, je crois que nous devons y aller maintenant. » J'avais appris à nager dans les rivières autour de mon village de Werton, et une fois ou deux, illicitement dans le lac en haut du domaine. Beanpole, lui, avait grandi au bord de la mer. Il s'est éloigné en quelques brasses puissantes, mais s'est rendu compte qu'il me semait, et a crié « Ça va ?» J'ai répondu de façon maussade « Très bien !» et me suis appliqué à nager. Le courant était très fort. La rive vers laquelle je me dirigeais défilait très vite, puis j'ai vu quelque chose qui m'a surpris. En aval, la rive formait un delta avec une étendue d'eau plus large. Ce n'était pas une vraie fourche de la rivière, mais une île. Si je manquais l'accostage, il y avait un passage encore plus large à affronter. Déjà fatigué, je me retrouverais au milieu du courant avec beaucoup plus à faire. J'ai changé de direction et nagé presque à contre-courant. J'ai encore entendu Beanpole m'appeler, mais je ne pouvais pas gaspiller de l'énergie à le chercher des yeux ou à lui répondre. J'ai continué à lutter, mes bras s'engourdissant de plus en plus, l'eau devenant de plus en plus froide et le courant de plus en plus fort. Je ne regardais plus où j'allais, attentif seulement à faire bouger mes bras dans l'eau. Puis, quelque chose m'a heurté la tête, et j'ai coulé, étourdi. Je ne me rappelle rien de ce qui a suivi, sinon qu'on m'a tiré sur la terre ferme. C'était Beanpole qui me traînait sur une rive herbeuse. Quand j'eus suffisamment repris mes esprits pour regarder les alentours, j'ai vu à quel point nous l'avions échappé belle. Nous étions à quelques mètres de la limite nord de l'île. Celle-ci se trouvait au milieu du tournant de la rivière, et juste après, la rivière s'élargissait considérablement. J'ai senti que ma tête était douloureuse, j'ai porté la main à mon front. « Une planche t'a heurté, » m'a dit Beanpole. « Venant du radeau, je pense. Comment te sens-tu, Will ?»« Un peu étourdi, » dis-je. Quelque chose me revint. « Et j'ai faim. Là-bas, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-il. « Un village. » Malgré la nuit tombante, il était possible de voir des maisons sur la rive est. Certaines avaient des fenêtres éclairées. Cette fois, j'étais prêt à risquer de recevoir de l'eau sale ou à être poursuivi par des gros chiens, même à être questionné sur ce que je faisais là. Tout, plutôt que de retourner à la rivière. J'avais les idées plus claires, mais physiquement,
J'étais aussi faible que si j'avais passé un mois au lit. « Nous traverserons demain matin, » a dit Beanpole. « Oui, » approuvai-je avec lassitude. « Demain matin. » Les arbres sont plus denses plus loin. C'est mieux s'il pleut. J'ai encore acquiescé et j'ai actionné mes jambes engourdies. Seulement quelques pas et je me suis arrêté. Quelqu'un se tenait à la lisière des arbres et nous observait. Quand il a compris que nous l'avions vu, il s'est approché de nous. Dans l'obscurité, je discernais un homme d'âge mûr, grand et maigre, vêtu d'un pantalon et d'une chemise sombre d'apparence grossière, aux cheveux longs et au visage barbu. J'ai vu autre chose aussi. Bien que ses cheveux fussent longs sur sa nuque, ils étaient rares sur le front, ils étaient bruns et commençaient à grisonner. Et là où aurait dû se trouver la bande argentée de la résille, il n'y avait que la peau durcie et tannée par les longues années d'exposition. Il s'exprimait en allemand, dans un parler rauque. Il nous avait vus nous débattre dans l'eau, avait observé Beanpole me tirer sur le rivage. J'ai trouvé ses façons étranges, en partie bourrues, en partie accueillantes. J'avais l'impression qu'il aurait été très heureux de nous voir continuer à dériver, et n'aurait pas donné lourd de nos chances d'échapper à la noyade. Mais maintenant que nous étions là, il a dit « Il faut vous sécher. Vous feriez bien de venir avec moi. » J'avais toutes sortes de questions dans la tête, en plus de celles vraiment cruciales que je me posais. Pourquoi n'était-il pas coiffé? Mais il semblait préférable de faire comme il disait et d'attendre des éclaircissements. J'ai regardé Beanpole, qui a fait un signe d'approbation. L'homme nous a conduits jusqu'à un sentier qui sinuait entre les arbres assez longtemps avant de déboucher dans une clairière. Devant nous, il y avait une cabane en bois avec une lampe à pétrole brûlant à la fenêtre et de la fumée sortant par la cheminée. Il a ouvert la porte et nous a précédés à l'intérieur. Une bûche brûlait dans une cheminée de pierre. Il y avait un grand tapis de laine devant, rouge avec un motif animalier noir et jaune, et 3 chats y étaient assis. 2 tigrés avec des taches blanches, le 3e bizarrement moucheté noir et blanc, le museau blanc et une drôle de moustache noire sous le nez. L'homme les a poussés du pied, pas brutalement, juste pour les forcer à céder la place. Il s'est dirigé vers un placard et en a sorti 2 morceaux de tissu éponge rêche. « Enlevez vos vêtements, dit-il. Réchauffez-vous devant le feu. J'ai 2 chemises et pantalons que vous pourrez mettre pendant que les vôtres sécheront. » Il nous dévisagea. « Avez-vous faim ?» Nous avons échangé un regard. Beanpole a dit « Très faim, monsieur. Si vous... » « Ne m'appelez pas monsieur. C'est Hans. Du pain et du jambon. Je ne cuisine jamais le soir. »« Le pain suffira, dis-je. »« Mais oui, dit-il. Vous avez l'air de mourir de faim. Séchez-vous donc. » Le pantalon et la chemise étaient bien sûr trop grands, particulièrement pour moi. J'ai dû remonter le bas du pantalon et l'homme m'a donné une ceinture. J'étais perdu dans la chemise. Pendant que nous nous changions, il avait mis des choses sur la table de bois blanchi, placée sous la fenêtre, 2 couteaux, 2 assiettes, du beurre jaune, un gros pain bis et plat et un jambon déjà entamé qui laissait voir une chair ferme et rose, entourée de graisse bien blanche, grillées à l'extérieur. J'en ai coupé des tranches pendant que Beanpole coupait du pain. J'ai vu Hans qui m'observait et j'ai eu un peu honte de l'épaisseur des tranches que je taillais, mais il approuva de la tête. Il apporta 2 chopes qu'il posa près de nos assiettes, revint avec un grand pichet de terre et nous versa des rasades de bière brune. Nous nous sommes attablés. Je me suis dit qu'il fallait manger lentement. Mais peine perdue. Le jambon était bon et doux, le pain savoureux et rustique, le beurre meilleur que tout ce que j'avais pu goûter depuis le départ de chez moi. La bière que j'ai avalée d'un seul coup était forte et sucrée. Mes mâchoires me faisaient mal, mais mon estomac réclamait encore. Hans a dit « Vous aviez bien faim. » J'ai regardé honteusement mon assiette. « Tant pis, mangez. J'aime voir qu'on apprécie la nourriture. » Je me suis finalement arrêté. Beanpole avait terminé depuis longtemps. Je me sentais repu, gavé et heureux. La pièce était douillette avec la lueur de la lampe et la lumière du feu, les 3 chats revenus à leur place et ronronnant devant l'âtre. J'ai pensé que l'homme nous poserait alors des questions. D'où nous venions? Que faisions-nous dans la rivière? Mais non. Notre hôte s'est assis dans un fauteuil et bascule qui semblait fait de sa main, et il a fumé sa pipe. Il ne paraissait pas gêné par le silence. Finalement, c'est Beanpole qui a parlé.
Pourriez-vous nous dire pourquoi vous n'êtes pas coiffé ?» Hans a retiré la pipe de sa bouche. « Je ne m'en suis jamais soucié. »« Jamais soucié ?» C'est sorti lentement, bien que simultanément de nos deux bouches. Son père l'avait amené sur cette île quand il était petit après la mort de sa mère. Ils avaient vécu tous deux ici, cultivant leurs légumes, élevant des poules et des cochons, fabriquant des objets qu'ils vendaient au village de l'autre côté de la rivière. Puis, son père était mort, et il avait continué seul. Personne du village ne s'était soucié de lui. Il ne faisait pas partie de leur vie. C'était arrivé au printemps de l'année où il aurait dû être coiffé, et, pendant l'été, il n'avait pas bougé de l'île, occupé par les tâches qu'il faisait auparavant avec son père. Il l'avait enterré pas loin de la cabane, et pendant les longs mois d'hiver, il avait gravé une pierre à son nom pour mettre sur sa tombe. Depuis, il était allé au village environ 2 fois l'an. Il avait un bateau pour traverser. Je n'en croyais pas mes oreilles, pensant à tout le mal qu'on s'était donné pour fuir dans les montagnes blanches et éviter d'être coiffé, tandis que cet homme s'était contenté de rester tranquillement à sa place. De telles failles dans la domination des tripodes sur Terre semblaient exclues, mais à la réflexion, le cas de Hans était plausible. Il était seul, vivant comme un ermite. Le pouvoir des tripodes dépendait de la résignation des hommes à l'esclavage, et pour obtenir cette soumission, il suffisait que la cérémonie soit conçue comme naturelle et inévitable, là où plusieurs personnes étaient réunies, même 2 ou 3 seulement. Un homme seul ne comptait pas, tant qu'il restait tranquille et ne provoquait pas de trouble, et dès l'instant qu'il en causerait, bien sûr, on s'occuperait de lui, soit les tripodes eux-mêmes, soit leurs serviteurs humains. Beanpole, ayant mesuré tout cela, l'interrogea sur les tripodes. En voyait-il beaucoup? Qu'éprouvait-il vis-à-vis d'eux? Je voyais bien où Beanpole voulait en venir, et j'étais content de le laisser s'en occuper. L'homme ne semblait pas surpris ni méfiant, et ceci prouvait à quel point il était coupé du monde. Les coutumes variaient d'un pays à l'autre, mais partout le sujet des tripodes et d'hérésie était tabou. Personne, coiffé comme nous semblions l'être, ne nous aurait parlé ainsi. Mais s'il était sans méfiance, il était aussi indifférent. Il voyait les tripodes de temps en temps, oui, et il croyait qu'ils abîmaient les récoltes. On ne voyait pas comment ils auraient pu l'éviter, gros et imposants comme ils l'étaient. Mais aucun d'eux, il était content de le dire, n'avait jamais posé ses pieds massifs sur cette île. Quant aux résilles, eh bien, les gens qui en étaient coiffés ne semblaient pas s'en porter plus mal ni mieux. Ils pensaient qu'elles étaient en rapport avec les tripodes, puisque les garçons qui allaient à la cérémonie étaient emmenés par les tripodes. Empêchait-elle les gens de vouloir combattre les tripodes? Osa demander Beanpole. Hans le regarda par-dessus sa pipe. Il dit malicieusement. « Vous devriez en savoir plus que moi là-dessus, n'est-ce pas? Mais ce ne serait pas très malin de vouloir combattre les tripodes, hein? Il faudrait être drôlement costaud pour leur lancer une pierre assez fort pour les toucher là-haut. Et à quoi bon? Ils ne font pas tant de mal, quelques dégâts de temps en temps dans les récoltes et le bétail. Chez les hommes aussi peut-être, quand on ne se met pas à l'abri assez vite. Mais la foudre peut nous frapper, et nous avons moins de chances d'en réchapper, et les grêlons peuvent saccager les récoltes. » Beanpole dit. « Nous étions sur un radeau en amont de la rivière. Il a été détruit par un tripode. C'est ainsi que nous avons échoué ici. » Hans hocha la tête. « La malchance arrive à tout le monde. Une maladie a pris mes poules il y a 200. Tous emportés sauf 3. »« Nous vous sommes très reconnaissants, » dit Beanpole, « de nous donner le gîte et le couvert. » Hans le dévisagea, puis regarda le feu et revint à lui. « Pour cela, je ne vois jamais personne, et ça ne me dérange pas. Mais maintenant que vous êtes là, il y a du bois qu'il faut couper à l'autre bout de l'île. J'ai des rhumatismes à l'épaule, et ça ne m'aide pas. Vous pourrez vous y mettre demain, et ça paiera la nourriture et l'hébergement. Ensuite, peut-être, je vous emmènerai au village. » Beanpole se prépara à dire quelque chose, mais il s'est ravisé et a simplement acquiescé d'un hochement de tête. Ce fut à nouveau le silence, Hans regardant le feu. J'ai dit, « Mais si vous trouviez des gens qui combattent les tripodes, ne les aideriez-vous pas? Après tout, vous êtes un homme libre. » Il me regarda quelques instants sans répondre. « Ce sont d'étranges propos, dit-il. Je n'ai pas beaucoup à faire aux autres, mais ce propos me paraît étrange. Tu n'es pas d'ici, mon garçon. » C'était en partie une accusation, en partie une question. Je lui dis. « Mais
S'il y avait vraiment des hommes non esclaves des tripodes, vous voudriez certainement faire votre possible. » Je sentis ma voix s'éteindre sous le regard insistant de l'homme barbu. « Étrange propos, répéta-t-il. Je ne m'occupe que de mes affaires. J'ai toujours fait ainsi et le ferai toujours. Êtes-vous un de ceux qu'on appelle vagabonds peut-être? Mais il voyage toujours seul, jamais par deux. Je n'ai d'ennui avec personne parce que je me tiens à l'écart. On dirait que vous voulez chercher des histoires. Si c'est cela... » Beanpole l'interrompit. Il dit, en m'avertissant d'un rapide coup d'œil, « Ne faites pas attention à lui, Hans. Il est un peu bizarre. Dans l'eau, il a été heurté à la tête par une planche du radeau. Vous voyez la marque sur son front? » Hans s'est levé et approché de moi. Il a regardé ma tête un long moment. Puis il a dit « Ouais, ça lui a peut-être un peu brouillé le cerveau. Ça ne l'empêchera pas de manier une hache demain matin. Mais vous allez d'abord profiter d'une bonne nuit. Comme je me lève tôt, je ne faille pas longtemps. » Il alla chercher des couvertures dans l'autre pièce, là où il dormait. Puis il nous a quittés avec un bonne nuit bourru, en emmenant la lampe. Nous nous sommes installés par terre, à côté du feu. Je me sentais vaguement gêné par le repas qui, après les jours précédents de privation, ne s'annonçait pas facile à digérer. Je m'attendais à passer une nuit agitée, mais la fatigue l'emporta sur le malaise. Je regardais la lueur du feu, les 3 chats toujours en faction devant, et ma vision suivante fut celle du soleil sur les cendres froides, les chats absents et Hans, dont le palourd m'avait réveillé, en train de nous dire de nous lever. Le petit déjeuner qu'il nous avait préparé était copieux. 2 grandes tranches de jambon grillé avec autant d'œufs que nous voulions, j'en ai mangé 3, et des croquettes de pommes de terre bien dorées. Avec cela, nous avions encore de la bière comme la veille. « Mangez bien, » dit Hans. « Plus vous mangerez, mieux vous travaillerez. » Il nous a emmenés au nord de l'île. Il y possédait un champ d'environ un demi-arpent de pommes de terre et nous a expliqué qu'il voulait l'agrandir en arrachant les arbres du bosquet adjacent. Il avait déjà commencé, mais le rhumatisme de son épaule l'avait d'abord ralenti, puis complètement arrêté. Il nous a donné une hache, une bêche et une pioche, nous a regardé nous mettre à l'ouvrage, puis nous a laissés. C'était dur. Les arbres étaient verts et souples, et les racines de ceux qui étaient déjà tombés étaient difficiles à dégager. Beanpole pensait que si nous travaillions bien, l'homme pourrait se contenter d'une matinée de travail comme prix de son hospitalité et nous faire traverser la rivière l'après-midi. Mais, malgré toute la sueur dépensée, l'avance était lente. Quand Hans revint vers midi, il regarda les résultats d'un air critique. « J'ai cru que vous feriez mieux que ça. Enfin, c'est un début. Vous feriez bien de venir manger maintenant. » Il avait fait rôtir 2 poulets et nous les a servis avec une montagne de pommes de terre au beurre et du chou au goût aigre. Il nous a donné du vin au lieu de bière, parce que la bière à midi, a-t-il dit, nous rendrait paresseux. Ensuite, il y avait des myrtilles sucrées arrosées de crème. Puis il a dit « Vous pouvez vous reposer une demi-heure et digérer pendant que je débarrasse. Puis vous retournerez au champ. Laissez le crochet pour demain. Je veux être sûr qu'il tombera du bon côté. » Il nous a laissés étendus au soleil. J'ai dit à Beanpole, « Demain, il n'a pas l'intention de nous faire traverser la rivière cet après-midi. » Beanpole a dit lentement, « Ni demain, ni après-demain, ni le jour suivant. Il a décidé de nous garder ici jusqu'à ce que le bois soit éclairci. »« Mais ça prendra une semaine au moins, sans doute 2. » Beanpole a dit, « Oui, et nous avons déjà pris du retard pour les jeux. Nous ne pourrons pas y arriver à pied de toute façon. Il faudrait trouver des matériaux pour un autre radeau et le fabriquer. Et même ainsi, je doute que nous puissions y être à temps. Il nous faut un bateau. » Je me suis interrompu à cette idée, surpris qu'elle ne me soit pas venue plus tôt. Nous avions vu le bateau de Hans en allant au champ. Il était attaché dans une petite crique à l'est de l'île, un bateau de 2 mètres à l'air robuste, avec une paire de rames. Beanpole, vu le regard qu'il me lançait, pensait la même chose que moi. J'ai dit, « Si nous arrivions à nous sauver ce soir, je suppose que ce serait un sale tour, mais le bateau doit représenter beaucoup pour lui, » dit Beanpole. « Il en a besoin pour aller au village. Je pense qu'il a dû le faire lui-même, ou son père, et que ça lui demanderait longtemps d'en reconstruire un, surtout avec ses douleurs à l'épaule. Mais nous savons, d'après ce qu'il nous a dit hier soir, qu'il ne nous aidera jamais, bien qu'il ne soit pas coiffé. Il nous garderait ici à travailler pour lui, même s'il connaissait notre mission. Will, je crois que le fait de pénétrer dans la cité est plus important que ce vieil homme solitaire avec son bateau. Alors, ce soir,
Ce soir, ça nous fait perdre une demi-journée, et il n'y aura peut-être pas d'autre moment où nous serons sans surveillance. » Il se mit debout. « Je crois que c'est mieux maintenant. » Nous avons marché aussi innocemment que possible vers le couvert des arbres. Alors que nous approchions, j'ai regardé derrière nous et vu la porte de la cabane ouverte, mais aucune trace de Hans. Nous avons alors marché plus vite et même couru jusqu'au bateau. Il tangua quand Beanpole y grimpa et dégagea les rames, tandis que je m'occupais de la corde qui le retenait à la branche d'un arbre. Il était attaché par un nœud compliqué sur lequel je me suis acharné sans grand résultat. Beanpole a dit « Presse-toi, Will! Si j'avais un couteau... » « Je crois que j'entends du bruit. » J'ai entendu aussi. Quelqu'un qui courait, et puis des cris rauques. J'ai tiré désespérément sur le nœud, et il s'est défait. Puis j'ai sauté dans le bateau qui a penché dangereusement. Tandis que Beanpole nous écartait de la rive, la silhouette de Hans a surgi des arbres, proférant des injures. Nous étions à 3 mètres quand il est arrivé au bord de l'eau. Il ne s'est pas arrêté, mais il est entré dans l'eau à notre poursuite. Le fort courant lui est arrivé aux genoux, puis aux cuisses, mais il a continué, jurant toujours. Dans l'eau jusqu'à la taille, il a même réussi à saisir l'une des rames, mais Beanpole la lui a arrachée des mains. Le courant nous a entraînés vers le milieu de la rivière. Il s'est alors tu, et son expression a changé. J'avais assez bien supporté sa colère et son emportement premier, mais ceci était différent. Je me sens encore mal en me remémorant ce désespoir terrible sur son visage. Nous avons descendu la rivière assez rapidement ensuite. Nous ramions à tour de rôle, partant tôt le matin, et ne nous arrêtant que tard le soir. La nourriture était un problème, mais nous nous débrouillions, bien que le premier jour passé, nous fussions toujours affamés. Nous croisions des péniches dans les 2 sens et restions à l'écart, ce qui devenait de plus en plus facile puisque le fleuve s'élargissait à l'approche de la mer. La rivière elle-même était source de beaucoup d'intérêt, traversant des paysages variés, des bois, des pâturages, des vignobles et des champs de blé, et les ruines silencieuses des anciens, sombres monticules s'élevant sur chaque rive. Nous avons vu des tripodes de nombreuses fois et entendu le bruit sauvage de leur appel de chasse, mais c'était lointain. Aucun tripode ne s'est approché de nous. Il y avait des affluents qui venaient grossir le fleuve, des châteaux très anciens bâtis très haut sur des éperons escarpés, et à un endroit, une énorme masse sombre de rochers surmontés d'arbres, plus haute qu'un tripode, au beau milieu de l'eau. Et finalement, nous sommes arrivés au lieu où se déroulaient les jeux. Il y avait beaucoup de péniches amarrées, dont l'Erlkönig. C'était La Cité d'or et de plomb, 2e tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Chapitre 4. L'ermite de l'île. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.